Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Salut à tous, amis du Wargame, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne. Sur ce podcast, vous y êtes désormais habitués, j'évoque assez souvent l'idée de grandes armées. Généralement, quand je parle d'un projet, c'est plutôt un projet très gros, et c'est vrai qu'à Warhammer 40 000, bien, on fantasme tous ce petit délire, ce petit rêve qui est d'aligner par exemple une armée à 10 000 points. Eh bien, si on est parfaitement rationnel, on peut très bien se dire, ok, pourquoi pas jouer des armées immenses, mais en tout petit. Et pour discuter de tout ça, je reçois aujourd'hui l'ami Xuork de NetEpic qui vient nous parler de la Grande Guerre à petite échelle. Comment vas-tu, Xuork ? Eh ben, très bien, merci de l'invitation. Et toi, j'espère que tu vas bien aussi. Oui, absolument, tout va toujours très bien. C'est l'essentiel. Écoute, et toi, parlons un peu de toi avant de commencer. Quel type de wargamer es-tu ? Et surtout, allez, c'est toujours le plus intéressant, c'est quand as-tu commencé ? Quel est ton petit historique ? Alors, pour mon historique, on va commencer par ça. Alors, j'ai commencé, je devais être en 6e ou 5e, je sais plus. C'est mon cousin qui m'a offert une boîte de Wargame qui s'appelait Epic Space Marine, donc la V2, hein, donc qui était sortie, donc c'était en 1990. Ah, donc voilà, hein, j'avais du coup 14 ans, quoi, voilà. Et il m'offre ça en cadeau d'anniversaire, sachant que lui-même ne jouait pas. Sur ce petit détail technique, c'est-à-dire que mon cousin m'a offert ça sans être lui-même un wargamer. Hein, et il ne l'a jamais été. D'accord, ouais, j'avoue, c'est original, ouais. Oui, c'est original, mais sachant que la fois précédente, l'année précédente, il m'avait offert l'œil noir, donc un jeu de rôle, hein, et sachant que lui-même n'est pas un rôliste. Voilà. D'accord, on l'appelle Joe les bonnes idées, ouais. Ouais, non mais c'est ça. Surtout qu'en plus voilà, c'est que ce soit pour le jeu de rôle ou le wargame, mais ouais, c'est des trucs qui me plaisent, quoi. Donc je suis rentré comme ça en fait dedans. Donc je suis rentré déjà en fait d'entrée de jeu à la petite échelle. Je suis pas du tout rentré par du 40K ou du battle. Oui. Et j'ai essentiellement d'abord joué à la chaîne Epic. Je me suis mis à 40K. Et encore, je fais que quelques parties par an, voire peut-être une ou deux par an en fait maximum, qu'en V7. Voilà. Donc j'ai commencé effectivement en 1990. Je me suis monté deux trois armées comme ça. Je jouais avec des copains qui, je leur prêtais les armées, hein, ils avaient pas d'armées de leur côté. Moi, on faisait des trucs. Et puis on faisait ça, on n'avait pas de table, on faisait ça sur le sol de ma chambre. Au départ, on avait 2-3 bateaux. Alors, il y avait les bâtiments de la boîte de base. Puis pour représenter des collines, au départ, on a mis des livres. Après, on a fait des trucs avec du polystyrène. Enfin bref, c'est... Ouais, les bonnes vieilles années, quoi, la bonne vieille débrouille. Exactement, c'était peint avec les pieds, hein, parce qu'en plus, 1990, hein, voilà, c'était une époque autre en peinture, très pétante, hein. Voilà, c'était pas du tout grimdark dans l'esprit, hein, c'était le socle en vert gobelin, toi. Ouais, il y avait à l'époque, je trouvais qu'il y avait un petit effet Smarties quand on voyait les grandes armées d'Epic affichées dans White Dwarf, quoi. C'était un peu l'armée de bonbons. Ouais, mais en fait toute leur peinture était très vivifiante en termes de couleurs, quoi. Voilà, mais c'est ça. Après voilà, les styles changent. Enfin, le style game se change effectivement en termes de couleurs et en termes de façon de peindre. Mais voilà. Mais donc voilà, j'ai commencé comme ça. Je me suis arrêté quand j'étais à la fac, essentiellement par manque d'adversaires en fait, plus que par manque de temps. Voilà, comme pas dire que je pouvais manquer de temps moi personnellement, étant donné ma façon de travailler qui consistait à peut-être éventuellement ouvrir un bouquin avant les partiels. Mais c'était à peu près tout. Ouais, je vois qu'on partage la même technique d'apprentissage. Honnêtement, c'est la meilleure. Non, mais en plus, c'était peut-être éventuellement. C'est-à-dire que moi, je me souviens, je suis allé jusqu'en thèse, hein, j'avais fait 2 ans de thèse, et je donnais du coup des cours, et j'avais toujours des étudiants qui disaient, enfin, je leur disais, non, si vous voulez, hein, pour
pour bien faire, il faut pas réviser 2 semaines avant les partiels, ça sert à rien. Il faut travailler régulièrement toute l'année. Vous n'avez pas besoin de travailler 10 heures par jour. Vous travaillez 1 heure ou 2, 1 heure, 1 heure et demie par jour. Peut-être 3 le week-end. Et puis bon, quand le partiel arrive, vous augmentez un petit peu. Mais voilà, c'est... J'ai déjà entendu parler de cette théorie. Oui, mais le pire, c'est que ça marche. Et j'ai toujours un étudiant, évidemment, qui à chaque fois me disait, et vous, monsieur, vous travaillez combien de temps? Et là, je fais, alors, non, en fait, on va passer cette question. Non, mais allez-y, dites. Non, mais c'était, mais allez, vous avez travaillé combien de temps? Alors, en fait, t'as dû travailler plus de temps dans ce semestre que moi dans toute ma scolarité, voilà. Ouais. Mais vraiment, hein, genre... Ouais, faut éviter ce genre de questions piégeuses, hein. C'est pas bon, quoi. Ça pose la question de la légitimité, quoi. Oui, non, mais après, encore une fois, pareil, il est vrai que j'ai des facilités à apprendre, j'ai quand même redoublé plusieurs fois, donc voilà, hein, ça va, je suis pas un exemple à suivre, non, pas du tout. Mais bref, donc du coup c'était pas une question de temps, tu vois, ce que je veux dire, c'était pas genre j'étais en train de bûcher tous les soirs et non, hein, le temps j'en avais. Mais justement, la communauté Epic à l'époque, moi honnêtement, tu vois, j'ai pris le train en marche, on en était à Epic V2 et à Warhammer 40 000 V2 également. Mais la toute première version de Epic, qui s'appelait donc Space Marine, hein, si mes souvenirs sont bons, elle a été quand même très populaire, non? En fait, si on prend l'historique d'Epic rapidement, mais en fait, Epic vient d'Adeptus Titanicus qui est sorti en 1988, donc ça remonte, hein, ils ont sorti Adeptus Titanicus, donc c'était des batailles de titans à l'époque de l'Hérisdorus. Ça a marché à l'échelle de l'époque, hein, ils sont concrets. Donc du coup, ils ont commencé à sortir des suppléments avec des chevaliers. Donc t'avais d'autres races. Hein, ils ont sorti les orques et les Eldar. Du coup, ils ont sorti des chevaliers Eldar et des chevaliers orques. Et les chevaliers Eldar ont existé en 1989, hein, voilà, pour être concret, avant de disparaître et de réapparaître il y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, c'est assez particulier. Mais effectivement, voilà, donc ils ont sorti ça, et puis à un moment donné, ils ont commencé à vouloir sortir de l'infanterie, des véhicules, etc. Le problème, c'est que Adeptus Titanicus était fait pour gérer des titans, pas de l'infanterie. Donc le système était un peu bancal. Ouais, en termes de règles, ça demandait une grosse adaptation, quoi. Ils avaient sorti un supplément qui s'appelait justement Space Marine, qui permettait de jouer justement de l'infanterie, qui adaptait un petit peu les règles d'Adeptus Titanicus. C'est ce qu'on appelle la V1 d'Epic. Mais faut être honnête, ça a très mal marché. Voilà, ça a très mal marché. Enfin, parce que c'était pas adapté. Donc très vite, ils ont vu que ça pouvait pas fonctionner, mais qu'il y avait une demande. Parce que par contre, oui, les gens étaient en demande. Donc l'année suivante, en 1990, ils ont sorti Epic Space Marine V2, le V2 n'est marqué nulle part sur la boîte. Hein. Tu sais pas que c'est la V2, tu peux pas savoir. Non, parce que techniquement, le truc a changé de nom, du coup. Oui, ils sont passés de Space Marine à Epic Space Marine. C'est à ce moment-là qu'ils ont introduit le mot Epic. Et c'était en 1990. Ça a duré jusqu'en 1997, ou en 1997, nouvelle version. Donc la V3, c'est Epic 40K. Ouais, ça je m'en souviens. Celle-là, je m'en souviens très bien. Ouais. Ils ont totalement revu le système. Mais complètement, de fond en comble. Ils ont simplifié les codex, alors que là où, par exemple, t'avais, sur un codex Orc, t'avais 20 véhicules différents, t'en avais plus que 2 ou 3. Ouais, bref, tu te retrouvais avec, entre 6 et 10 profils par armée, là où t'en avais 30, 40, 50 avant, quoi. Ouais, donc un premier virage vers une espèce de démocratisation, peut-être, en termes d'accessibilité, quoi, en termes de règles. Bah, leur objectif, c'était de simplifier le système. C'était voilà, c'est vraiment, ils ont repensé totalement le système pour le rendre, en fait, plus simple d'accès, en gros, parce que ils visaient aussi, pour le coup, plus les ados, les jeunes ados, etc. C'était la mode de l'époque de Games. Ouais. Et du coup, le problème qu'il y a eu, Epic 40K a pas marché du tout. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est... alors, c'est tout bête, hein, ils l'ont sorti beaucoup trop tôt. Elle n'était pas prête, la version. Alors, ça a longtemps été une question qui s'est posée dans la communauté de savoir si la version était prête ou pas. Et en fait, j'ai fini par obtenir la réponse de quelqu'un qui connaissait une des personnes de Games de l'époque. Et non, en fait, ils l'ont sorti beaucoup trop tôt. Ils
les concepteurs estimaient qu'il leur manquait encore 1 ou 2 ans de test. Ah oui, ouais, c'est... Oui, non, ils en étaient même pas à la bêta, toi, genre. Ouais. Voilà, effectivement, ça paraît chaud. Et puis, en plus, à l'époque, je me souviens que la boîte de base, elle était quand même vachement attractive. Hein, je me souviens bien, il y avait quand même un gros paquet de décors et de figues dedans, quoi. Les boîtes, que ce soit Epic Space Marine V2 ou même la V1 d'ailleurs, ou Epic 40K, les boîtes étaient attractives. Il y avait vraiment du matos dedans, il y avait des décors, et tout ça, c'était vraiment très bien. En termes de modélisme, c'était nickel. Le défaut, en fait, a été justement, d'une part, que les règles n'étaient pas fraîches, quelque part, qu'il y avait des trous, il y avait des trous dedans, tout n'était pas clair, etc. Bref, c'était pas pas très équilibré, etc. Et en plus, vu que c'est un virage à 180 degrés par rapport à ce qui se faisait avant, ils ont perdu, en gros, une grosse partie des anciens joueurs. Ceux peut-être qui étaient uniquement intéressés par les titans, par exemple, non? Non, pas ça, pas que ça. Parce que moi, par exemple, ils m'ont perdu. Mais en fait, ce revers, c'est typiquement, alors, à l'époque, en fait, alors, faut bien voir, en plus, j'avais la vingtaine, toi. T'as 20 ans, et on te dit, toi, t'as 20 ans, t'es un joueur orc, t'adores les orques parce que bon, c'est rigolo, et puis 2, en plus, t'as plein de profils de véhicules différents, donc tu peux vraiment adapter ton armée à ce que tu veux faire. Et là, on te dit, écoute, t'as 2 types de véhicules maintenant, le transport et les canons. Oula, ouais, ça, c'est un peu limite, ça. Ils sont où les 18 autres en tanks différents, quoi? Ah non, mais à cette échelle-là, alors, le pire, c'est que c'était le discours, hein. C'était à cette échelle-là, c'est la même chose. Et en fait, non, c'est l'échelle des tanks. Epic, c'est l'échelle des tanks. C'est à ce moment, c'est comme si tu disais à 40K, ton Space Marine, on s'en fout de savoir si c'est un bolter ou un lance-missile, c'est la même chose. Non. Ouais, même profil, quoi. Et en fait, autant sur l'infanterie, je peux concevoir que tu puisses simplifier, et que tu vas pas t'intéresser à est-ce que tel mec il a un bolter ou un bolter lourd. Ouais, ok, d'accord. Hein. Ouais, on va dire qu'ils ont des bolters, puis c'est tout. Ah, tu peux faire 2-3 différences sur quelques profils d'infanterie, d'accord. Mais sur les véhicules, justement, pour moi, c'était ça. Donc là, moi, ça m'a freiné, ça a freiné beaucoup de gens, en fait, et d'autant plus que les règles étant en plus totalement différentes, tu savais plus où tu étais, et en plus, concrètement, les règles sont très abstraites, depuis 40K. Oui. Ce qui fait que, les ados et les pré-ados, c'est pas simple à tout comprendre, en fait. Paradoxalement, avec du recul, je pense qu'Epic 40K est un bon jeu, ce que je vais appeler un jeu très occasionnel. C'est un jeu où si tu veux y jouer une fois tous les 2 ans, c'est parfait. Ouais, ça fait un peu léger quand même. Oui, mais toi, encore une fois, c'est un très bon jeu. Si c'est ton jeu c'est pas ton jeu où tu vas jouer régulièrement dessus, toi. C'est un très bon jeu. Ouais, voilà, le petit jeu du dimanche de temps en temps pour changer, quoi. Voilà, les règles sont pas compliquées à apprendre, honnêtement. 10 minutes, 10-15 minutes après, tu connais les règles. En 10-15 minutes, t'as fait ta liste, tu vois. Et voilà. Donc toi, en 20-30 minutes, c'est bon, tu peux sortir ta liste en ayant vu les règles, etc. Et commencer à jouer. Donc c'est facile. Alors évidemment, t'as pas la profondeur tactique que tu avais avec la V2 d'Epic Space Marine. C'est évident. Ouais, c'est bien dommage. Il y a peut-être eu aussi l'ombre portée par Warhammer 40 000 qui à l'époque était en V2 et qui sur la fin de la V2 était quand même très énervé en termes d'actualité, de nouvelles sorties et blablabla, quoi. Hein. Ah oui, voilà. Epic a jamais été... Alors, à l'époque d'Epic Space Marine V2, hein, donc celle qui est durée de 90 à 97, Epic était un des 3 jeux phares de Games. Ouais, un des plus gros, ouais. T'avais, sur les 3 jeux core, en fait, t'avais 40K, Battle et Epic. Mais évidemment, à l'époque, Epic était certes un des 3 jeux phares, mais c'était le phare un peu moins connu que les 2 autres. Très concrètement, c'était le 3e. Hein. Voilà, le premier c'était 40K, le 2e c'était Battle, et t'avais le 3e qui courait derrière, quoi. Voilà, qui était Epic. Mais Epic 40K effectivement a marqué un schisme à ce moment-là parce que ça a été un échec commercial. Ouais. Parce qu'effectivement, les anciens s'y sont pas retrouvés et ont boudé. Ce qui s'est passé avec certains joueurs de Battle et ouais, c'est typiquement. Hein. Et honnêtement, j'en ai fait partie et je pense que à l'époque je disais non mais c'est pas bon, c'est pas un bon jeu. Maintenant je reviens dessus et je dis non en fait ça répond pas à la même problématique puisque qu'Epic Space Marine V2, mais c'est un jeu qui quand tu veux y jouer de temps en temps, c'est un très bon jeu au contraire.
c'est fait pour ça. Ouais, c'était peut-être plus porté casu, alors que vous étiez en demande à l'époque de quelque chose de très poussé, de pouvoir jouer, voilà, 15 types de tanks différents. Et c'est vrai que quand on joue à cette échelle, le premier truc auquel on pense, c'est d'aligner des armées de blindés, mais pas innombrables, quoi. C'est totalement dans l'ADN du truc, quoi. C'est ça. Et c'est justement ça, en fait, qui a fait que toute une partie des anciens n'ont pas accroché. Alors, il y a eu de nouveaux joueurs qui se sont greffés, mais finalement, ça a été un échec commercial. Et du coup, 6 mois ou 1 an après, c'est passé dans les jeux spécialistes. Ah ouais, si vite, quoi. Ça a été un vrai échec. Hein. Ouais, c'est un vrai coup de guillotine, quoi. Pendant longtemps, la question se posait de savoir au sein de la communauté Epic si c'était volontaire de la part de Games, en gros, parce que quelques années plus tard, t'as eu le Seigneur des Anneaux qui a débarqué en jeu principal, dans les jeux corps. Hein. Et donc, si en gros c'était une volonté de Games de se dire, on reste sur 3 jeux principaux et du coup, faut en sortir un, on sort Epic. Tu vois, on fait une nouvelle version, on en profite pour sortir Epic des jeux principaux, on passe en jeu spécialiste pour faire de la place pour le Seigneur des Anneaux. Ou est-ce que c'était pas prémédité? Et pareil, j'ai eu des sources qui m'ont clairement dit non mais en fait c'était pas du tout prémédité, c'est juste que c'était tellement vautré que on est ouais non voilà c'est un jeu spécialiste maintenant, non c'était prévu depuis le départ voilà ouais genre c'était prévu depuis le départ, mais le truc classique d'une entreprise qui se vautre et qui derrière essaye de se dire non mais en fait c'était tout à fait notre objectif. Ouais. Donc finalement à peine sorti que la mort du truc était déjà actée, quoi. En fait c'est l'échec commercial qui a fait que effectivement ça c'est passé en jeu spécialiste. Alors après ils ont sorti encore une nouvelle version quelques années plus tard qui s'appelait Epic Armageddon, qui reprenait la base de Epic 40K en corrigeant certains bugs, etc. Mais qui pour le coup, pour moi, c'est bête à dire, mais perd le côté casual. C'est-à-dire que ce soit Epic, NetEpic, Epic Armageddon, ça veut pas être des jeux casual, ça peut pas être un jeu où tu y joues une fois tous les 3 ans, parce que il faut avoir un peu l'habitude d'y jouer pour en savourer le. Ouais, ça demande un certain investissement en termes de connaissance de règles, faut bien saisir le gameplay, quoi. C'est ça. C'est pas l'investissement que ça va te demander, par exemple, à 40K ou à OS, où tous les 6 mois, t'as Games qui te change tout le game, va voir maintenant, tous les 3 mois maintenant, qui te change tout le gameplay quelque part, toutes les unités les plus puissantes ça change, quoi. Là, non, c'est beaucoup plus stable, mais effectivement, c'est pour pouvoir en tirer le sel quelque part, effectivement, faut y jouer quand même un petit peu régulièrement. T'as pas besoin d'y jouer tous les mois, mais voilà, faut. C'est pas le truc que tu vas sortir, et c'est non plus pas le truc que tu vas pouvoir sortir, expliquer à un copain qui connaît rien en 10 minutes et jouer, quoi qu'il arrive. Ouais, voilà, on n'est pas du tout là-dedans, quoi. Donc Epic Armageddon, celui-là, du coup, qu'est-ce qu'il a donné? Là, je t'avoue que celui-là, j'ai pas suivi du tout à l'époque, quoi. Et alors, je t'avouerai que je sais pas ce qu'il a donné à l'époque, parce que je suivais plus. Oui, tu vois, pareil, je pense que toi comme moi, nous étions en plein Dark Age. Mais tout à fait, je ne suis plus, donc c'est sorti directement en jeu spécialiste, et c'est pas sorti en magasin, il me semble pas, il y a pas une boîte d'ailleurs. Mais par contre, ça me semble que ça a mieux marché qu'Epic 40K. Après, le problématique, c'est que les règles étaient téléchargeables gratuitement de mémoire. Donc fatalement, c'est plus facile de télécharger des règles gratuites que de les acheter. Et après, tous se vendaient directement sur le site et de Games. Et là, tu sais pas qui vient acheter, ceux qui viennent acheter, s'ils viennent acheter pour Epic Armageddon, Epic 40K ou Epic Space Marine. Ils achètent pour l'Epic, mais tu sais pas quelle version ils jouent. Et puis surtout, oui, voilà, on sait pas comment ils consomment le truc, quoi. Puis Games ne communique pas les chiffres, donc voilà, ça. C'est classique, hein, ça, c'est voilà. Donc, mais effectivement, ça a une communauté qui a existé, qui existe toujours, voilà. Et c'est un jeu qui est, par contre, clairement orienté tournoi. Ah d'accord, ok. Qui est aussi un changement par rapport à l'existant, puisque Epic Space Marine V2 est clairement orienté narratif. Faire des tournois d'Epic Space Marine, ça se fait, hein, tu peux le faire. Hein, j'en ai organisé, mais c'est pas là que tu vas prendre c'est pas en fait la communauté. C'est ce que je veux dire. C'est moi ce que je dis toujours, un joueur de NetEpic par exemple, le faire bouger de 100 km pour aller à une convention un tournoi d'Epic,
bah c'est déjà un exploit, quoi. Par contre, lui dire, tiens, on fait une grosse partie à 20 000 points ce week-end, côté de chez lui, il y va, hein. Tu vois. Mais ça va pas le gêner, quoi. Si ça se passe dans le garage de Tata Gertrude, là, généralement, il n'y a pas de problème, quoi. Oui, mais parce que, enfin, encore une fois, c'est pareil. T'as la différence entre les joueurs narratifs et les joueurs compétitifs. Les joueurs compétitifs ont plus l'habitude de bouger que les joueurs narratifs qui, souvent, bah, en fait, jouent avec leurs copains, s'inventent leur propre monde, etc. Donc, là, ils sont plus casaniers, on va dire. Oui, bah, on est plus en mode circuit court et bande de potes, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais voilà, donc voilà un petit peu pour l'histoire des systèmes épiques. Alors évidemment, il y a les jeux impérialistes qui est sorti un peu, on en parle un petit peu après. Mais du coup, bah moi effectivement, pendant longtemps, un certain temps, Grippy 40K m'a effectivement sorti du truc. C'est ça un petit peu qui m'a fait sortir. Je trouvais plus d'adversaires pour jouer Epic Space Marine, donc du coup c'était j'avais arrêté et j'ai repris en fait il y a une vingtaine d'années pour un truc tout bête, mais vraiment là j'étais arrivé à Saint-Étienne puisque je vis à Saint-Étienne, j'étais originaire de Lyon, je déménage à Saint-Étienne et j'étais dans une association de jeux de rôle, jeux de figurines, trucs dans le genre. Moi je faisais du jeu de rôle à l'époque dans cet asso, et puis un soir un jour t'as un copain avec qui je fais du jeu de rôle, qui vient chez moi, et qui voit, en fait, sur une de mes étagères, une boîte écrite Epic Space Marine. je vois tout de suite la suite, là. Je vois tout de suite la suite. Ouais. Il me fait, tiens, c'est quoi ce jeu? Voilà, je lui explique, et il veut tester, donc du coup, il teste, il kiffe, et on s'y remet. Du coup, on commence à chercher un petit peu sur net, se remettre dans le truc, etc. On découvre qu'il y a, que, en fait, Epic Space Marine 2 a été repris par la communauté, et que ça s'appelle maintenant NetEpic. Donc ouais, on en vient au gros sujet, ta rencontre finalement avec NetEpic. Si on aurait pu en rester là dans l'histoire, c'est-à-dire que Epic Armageddon sort et part un peu en désuétude, mais c'était sans compter une poignée de petits gars qui ont continué à faire le boulot, quoi. Alors c'est Epic Space Marine, pas d'Epic Armageddon. Epic Armageddon il existe toujours, il est toujours joué. Hein. Mais oui, effectivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 97, alors faut se remettre à l'époque de 97, hein. Google n'existe pas, les forums n'existent pas. Si vous voulez télécharger une image, écoutez, avec votre modem 56K, vous faites un FTP avec une ligne de commande et vous espérez que ça plante pas, parce qu'au bout d'une demi-heure, vous avez peut-être votre image. Et ensuite, tu la partages avec tes amis via des disquettes. Voilà. C'est ça, mais tout à fait. Hein. Il n'y a pas d'USB, hein, les gars. Ah ouais, j'ai connu, c'était chouette. Hein. Faut se remettre dans cette époque-là. Et en fait, sortie d'Epic 40K, est un groupe de joueurs anglophones, anglo-américains, qui décident en fait de se dire, attendez, nous on continue. Enfin, t'as plein de joueurs qui en fait on continue dans leur coin. Et t'as un petit groupe de joueurs qui se disent, attendez, tant qu'à faire, on peut améliorer les règles. Maintenant que Games s'en occupe plus, il y a des trucs qu'on pourrait améliorer. Et donc, ils ont commencé à trifatouiller les règles d'Epic Space Marine, donc la V2. Hein. Donc ouais, ils sont repartis du matériau brut, quoi, quelque part. Ils ont un peu ignoré les versions plus récentes. Ça, ils ont totalement ignoré les versions après Epic 40K, Epic Armageddon. Ils sont repartis d'Epic, la version qu'elle est jouée, hein, donc Epic Space Marine V2, qu'ils ont amélioré, qu'ils ont retouché, etc. Donc ils en ont sorti 5 versions. Alors, ils ont appelé ça NetEpic parce que ça se faisait évidemment par liste de diffusion de mails. Les mecs, ils étaient déter, hein, quand même, parce que il y avait pas de forum, c'était juste par mail, hein, qui s'échangeaient des fichiers Word. Ouais, j'avoue, à l'époque, diffuser un nouveau système de jeu sans le support qu'on a maintenant, réseau social, Discord et tout le bordel, putain, là, c'était l'aventure numérique encore, hein, c'était des pionniers, les mecs. Attends, avant d'en discuter, il fallait qu'ils en parlent entre eux. Puisqu'il fallait qu'ils discutent des modifications qu'ils allaient faire. Donc t'as tous fait. Enfin, c'était impressionnant. Enfin, honnêtement, je trouve ça impressionnant à l'époque, hein, parce que il y a plein de gens qui auraient lâché l'affaire. Hein. Non, mais eux, ils étaient à fond là-dessus. Ouais. Oui. Et donc ils y sont allés à fond. Voilà, ils ont fait leur truc. Ça a sorti. Au bout d'un moment donné, ils ont sorti ce qu'on appelait. Quand moi je me suis mis, en fait, ils avaient déjà sorti ce qu'on appelait la version Gold. Dans la version Gold, c'est la version 5. Parce qu'ils ont sorti 5 versions, hein, quand même, des règles. Donc ils sortaient les règles et les codex, qui modifiaient aussi pareil.
Ils ont sorti 5 versions. Ils ont sorti en fait après derrière la version Gold. La version Gold, c'était quoi? C'était au lieu d'avoir un bête fichier Word, ils ont fait une belle mise en page. D'accord, donc ils se sont mis à distribuer des bouquins, quoi. Alors, c'était des bouquins que tu pouvais télécharger, enfin des PDF, hein, mais c'était des PDF que tu pouvais télécharger, voilà, tranquillement, ils avaient leur site, etc. Fun fact, pendant un temps, avant justement, entre Epic 40K et Epic Armageddon, Games avait sur leur site un lien vers le site de NetEpic. Ah ouais, vraiment, ils ont accepté ça Ah putain, beau gosse, quoi. Bah oui, parce que quelque part, pas quelque part, il fallait qu'ils vendent des figues, hein, et ils avaient un système qui leur permettait de vendre des figues. Donc entre leurs deux systèmes, ils ont fait, bah écoutez, allez là-bas, hein, voilà. Et ça leur faisait pas non, puisqu'ils avaient pas de système à eux en fait à l'époque, à ce moment-là. Ouais, c'est ça, l'offre était inexistante de leur côté, quoi. L'offre était existante, ils avaient encore des figues qui vendaient, mais voilà, c'est tout quoi. Donc ils avaient fait, bah si vous voulez, c'est là-bas, vous pouvez charger. Et vu qu'en plus les gens ne vendaient rien, voilà, c'était encore une fois, hein, Games là-dessus, tant que tu leur empêches pas de faire des ventes, ils te tapent pas dessus. C'est quand tu leur empêches de faire des ventes qu'ils vont te faire, ce qui est logique, hein. Pas grave, ouais. Tu prends leur propre propriété intellectuelle et que tu leur empêches de faire des ventes, ils vont pas être des masses contents, mais on le serait tous, hein. Voilà. Bref. Donc voilà, donc ils ont fait ce truc. Moi en fait c'est à ce moment-là que je découvre NetEpic. Donc NetEpic est en anglais. C'est un point qui est important pour la suite. Intégralement, ouais. Oui, intégralement. Bah, c'est fait par des Anglais. Tout est en anglais. Et mon collègue Oum, hein, qui est mon adversaire de prédilection, en même temps, hein, ne parle pas un mot d'anglais. Ça peut être emmerdant, ça, ouais. Ouais, autant te dire qu'il voyait les trucs, tu peux me traduire ça? Alors, du coup, au départ, je lui traduisais, j'avais des bouquins, et puis je lui traduisais, à l'oral. Sauf qu'au bout d'un moment, t'en as marre de traduire 36 fois la même chose, quoi. Donc, j'ai demandé sur le forum de la communauté épique française, et les gars, ça vous dirait qu'on fasse une traduction des règles, en français? Voilà. Donc, j'ai organisé ça. J'ai organisé, en fait, ce truc-là. Il y a tout un petit groupe qui s'est monté pour traduire les règles. Les Anglais ont été ultra cool puisqu'ils nous ont dit vous voulez traduire? Ok, alors attends, bougez pas. Ça, c'est nos images, ça, c'est nos sources. Allez-y, faites-vous plaisir, les gars. Ouais, donc feu vert total du côté des ricains et des Anglais, quoi. Oh, ouais, c'est ça. Du côté de la communauté anglophone, ils ont dit allez-y, go. On vous fournit tout ce qu'il faut, quoi. Vraiment, enfin, ils nous ont tout fourni. Quand on a fait nos traductions, on leur a dit, tenez, on a nos traductions, ils les ont mis sur leur site. Donc vraiment, voilà, c'est le principe de la communauté où les gens partent, enfin, toi, c'est un communauté, enfin, typique a toujours été comme ça, en fait, une communauté où les gens se partagent des trucs, etc. Partage d'initiative. Ouais, c'est hyper communautaire, quoi. T'as des codex? Non, tu n'imagines pas les codex. Il y a des codex Schtroumpf, je crois, un truc dans le genre. Il y a eu des codex Schtroumpf. Il y a eu des codex rat de l'espace. Enfin, parce que t'as des mecs qui ont dit, je vais faire mon truc rigolo à moi, et ils ont fait leur truc rigolo à eux. Voilà, leur codex de leur côté, quoi. Et les gens disaient, ça c'est dans les codex spécifiques, mais vous pouvez les télécharger, quoi. Putain, excellent, quoi. Du coup, il y avait ce côté un peu épique open source, quoi. C'est un peu ça, oui, tout à fait. Il y a ce côté un peu open source, c'est-à-dire que si tu veux participer, tu peux participer, il y a pas de souci. Tu vois, c'est vraiment le... Et du coup, cette initiative de la traduction née des forums, c'est là qu'est née quelque part la vraie naissance de NetEpic -France, quoi, quelque part. Alors c'est là qu'est née la version française, effectivement. Mais alors ce qui se passe, c'est qu'au départ, on suivait le truc anglais. Alors de temps en temps, en plus, on en profitait pour leur faire aussi nos retours, hein, puisque encore une fois, les profils étaient discutés, les règles étaient discutées, etc. Donc les Français. Ouais. De la discussion qui se passait sur notre forum et qui était remontée au forum anglais, quoi. Voilà. Et puis, à un moment donné, on en recommence à organiser 2-3 pseudo-tournois en France, et on se rend compte que, et le premier, il est très drôle. C'est-à-dire que le premier truc où on se rend compte, donc t'as des Parisiens et des Stéphanois qui se rencontrent, et on se rend compte d'une chose, c'est que les règles, on les interprète pas toujours de la même façon. Parce que c'est des Anglais en face. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que les Anglais, l'exactitude des règles, quoi? Ah, t'as compris ça? Ouais, mais moi j'ai compris ça. Attends, bouge pas. On jette un dé sur un 4+, c'est la tienne. Ok, écoute, il y a ces 3, du coup, c'est ma version qui parle. Ils en ont rien à foutre. Les Anglais, ils sont vraiment en mode,
détente là-dessus. Ouais. C'est pas des Français qui vont être très pointilleux sur le fait que la règle doit être répétée de façon très claire. Que ça. Les Anglais, ils sont en mode détente. Oui. Toi, c'est vraiment le côté, voilà, c'est détente, on s'en moque, toi, on n'est pas... Est-ce que justement, hormis la mécanique de traduction, il n'y a pas eu justement un effort de ce qu'on appelle l'adaptation? Moi, tu vois, je travaille un petit peu dans le doublage, du coup, je connais un peu ça. Traduction et adaptation. Est-ce que vous avez dû adapter les règles pour les rendre, plus franchouillardes, plus pointilleuses? Alors, au départ, non. Vraiment, au départ, on s'est concentré sur le fait de traduire juste les règles. Mais par contre, effectivement, après ces premières rencontres, on s'est rendu compte qu'il y avait des profils qui étaient quand même vachement pétés ou totalement inutiles. Donc, on a commencé à en discuter entre nous et à faire 2-3 modifs. Et puis, pareil, sur les règles, il faut qu'on se mette d'accord. Comment on interprétait telle règle? Donc, effectivement, on a fait ce qu'on appelait une FTR. Donc, c'est la French Tournament Review. Voilà, ce qui était une version, en fait, où on prenait les règles, où on les éclaircissait, si nécessaire. Et on tranchait. Ouais, voilà, un genre d'adaptation, quoi. Ouais. D'adaptation, voilà, on disait, et d'ailleurs, les Anglais ont fait, on avait traduit ça après en anglais, et les Anglais ont mis ça sur leur site, hein, en mode, on prend, on pose, voilà, s'il y a des gens qui veulent, allez-y. Mais vraiment. Mais du coup, effectivement, on met un premier doigt là-dedans. Il se trouve que, peu de temps après, les Anglais cessent de développer NetEpic de leur côté parce que la fatigue, ça faisait 18 ans qu'ils travaillaient dessus, hein, donc ouais. Voilà, donc ça commence à faire. Ah ouais, 18 ans déjà, quoi, putain. Ah ouais, c'est une œuvre au long cours, quoi. Et c'était à l'époque, c'était en 87, 17 qu'ils ont commencé, donc en 2015, je crois qu'ils arrêtent de vraiment développer le truc. Ils tentent une version qu'ils ont appelée la version platine, qui n'aboutit pas, parce que, en fait, pour diverses raisons, mais elle n'aboutit pas. Mais ils avaient commencé à y travailler dessus. Et du coup, en fait, il se trouve que, côté français, on est plusieurs à se dire, il y a des trucs qu'il faudrait quand même revoir dans les règles, dans les profils, etc. Et avec deux autres copains, donc Jean et François Tanator, on se dit, ça serait quand même pas mal de reprendre les règles. De reprendre les règles depuis le début. En fait, c'est pas les modifier, c'est on repose tout à plat et on réfléchit tout depuis le début, en fait. Ouais, donc c'était pas vraiment un sauvetage, vous en avez profité pour relancer toute la machine, quoi. C'est ça, on a relancé la machine. Donc on retravaille dessus, tu vois, plutôt que juste faire une adaptation, on a décidé de faire une nouvelle version. Alors évidemment, c'est la question de pourquoi ça s'appelle Palladium. Et c'est très simple. Il nous fallait un métal au-dessus de l'or, sachant qu'on n'a pas le droit de prendre le platine, puisque le platine avait déjà été pris pour une version qui n'avait pas aboutie. Le Palladium, ouais, carrément. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit, on s'en réfléchit. Hein. C'est évident quand tu te dis plus cher que l'or, tu plantes le platine. Et après, tu as en métal, tu sais pas. Hein, voilà, parce que, Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le tableau périodique des éléments. Mais authentique. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire, que vous avez ressorti les cours de chimie de secondes, quoi. Tu fais Google, tableau périodique des éléments, et tu regardes les métaux précieux, et on a fait, Palladium, ça sonne pas mal. Donc on a pris Palladium. J'avoue, ouais, c'est vrai que ça en jette comme nom. Ouais. Et donc on a pris effectivement ça. Donc on a pris ce truc-là, on a pris ce nom. On a sorti une V1, et cette V1, c'était il y a déjà quelques années, c'était en 2021, 2020, ouais. Je sais plus. Ouais. Donc on fait une première version. On sait pertinemment une chose quand on la sort, c'est qu'il y a une V2. Parce qu'on sait qu'on va avoir des retours des joueurs. Ouais. Il y a plein de trucs. On était 3 à travailler dessus, donc on sait pertinemment qu'on a des retours de joueurs, etc. Et on ne s'interdit absolument pas de faire une V2, ou bien au contraire. Mm-hmm. La V2 sort assez rapidement, puisqu'elle sort à peu près 1 an plus tard. Alors, on prend les retours des joueurs, on repense au truc, etc. Et elle est sortie, c'est la version actuelle. Encore une fois, on ne s'interdit pas, on sait qu'on aura une V3, on travaille déjà dessus, elle va sortir d'ici 1 an et demi.
Mais la V2 aura duré, 3-4 ans, quoi. Mais à l'époque, ça donnait quoi, justement, l'effectif des joueurs NetEpic en France? Est-ce qu'on était sur un marché de niche ou est-ce que tu sentais le truc monter? Alors, ça reste toujours un marché de niche, on va pas se cacher. Compter les joueurs, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment un truc, quand on dit combien il y a de joueurs NetEpic, je dis, j'en sais strictement rien. Et je pense qu'on pourra pas savoir parce qu'on va pas être d'accord sur le même. Déjà, on va avoir un problème de définir ce que c'est qu'un joueur. Parce que est-ce que quelqu'un qui joue une fois tous les 3 ans est un joueur? Bah, pour lui, peut-être que oui. T'as d'autres qui vont se dire non, mais moi, si je joue pas une fois par mois, je suis pas un joueur. Tu vois? Alors que d'autres vont dire non, mais moi, je joue une fois tous les 3 ans, mais je suis un joueur. Et en fait, à partir de là, c'est impossible de déterminer ce que c'est qu'un joueur. Déjà, ça c'est compliqué. En plus. Tous les joueurs ne sont pas sur nos réseaux, donc on a notre Discord. Le site, les gens téléchargent, mais on n'a pas de compteur pour vous compter le nombre de téléchargements. On se moque un peu en plus en même temps, donc voilà. Donc et puis après c'est un PDF, les gens peuvent se le partager, donc allez-y, il est gratuit, donc si vous voulez le partager, partagez-le, voilà. Honnêtement. Ça tourne sur les réseaux, et encore une fois, moi, pour prendre un exemple qui est flagrant sur le fait, oui, mais tu peux te rendre compte sur les réseaux, oui, on a une partie des personnes sur les réseaux, mais pas tous. Et moi, je m'en suis rendu compte assez facilement, de plusieurs façons. J'avais ouvert un compte Facebook qui était Epic France, et là, j'ai des joueurs que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam, qui n'étaient pas sur le forum de l'époque, puisqu'à l'époque c'était essentiellement par le forum, quand j'ai ouvert, qui viennent me poser des questions. Et je dis, mais tu joues à NetEpic? Il fait, ouais, bien sûr, ça fait 3 ans que j'y joue, etc. Le mec, je connaissais pas, quoi. Il était pas sur le Discord, il était pas sur le forum. Comment tu veux que je le connaisse? Ouais, et puis du coup, dans ces années-là, ça a été vraiment un peu, je pense, l'explosion, tu vois, du réseau social et compagnie, donc ça a dû aider un peu dans ce sens, quoi. Oui, et puis, concrètement, moi, tu vois, c'est pareil, les réseaux, ils évoluent. Facebook, c'est le réseau des trentenaires et quarantenaires, les gamins de 20 ans, ils sont pas sur Facebook, tu vois. Enfin, c'est un truc tout bête, mais voilà, ils sont ailleurs. Voilà, bah tu n'as plus qu'à te créer un compte TikTok et faire des danses avec des figurines épiques, voilà. Il y a un compte TikTok qu'il faut que j'alimente de temps en temps. C'est vrai? Ouais, il y a un compte TikTok, mais il faut que j'alimente. Ah putain. Voilà. Mais oui, mais après voilà. Donc, mais oui, et en fait, ce que je disais, c'est voilà, il y a des gens. Et puis pareil, tu vois, à un moment donné, il y a 2 ans, je participe à une convention, et un mois plus tard, je vais chez un copain, du côté de Paris. À la convention, je présente sur NetEpic, il y a des mecs qui viennent et qui me disent, ouais, tiens, c'est cool, c'est NetEpic, etc. Vous connaissez? Ouais, bah oui, on y joue tous les 3 ensemble. C'est 3 copains qui jouent ensemble. Trop bien. Ouais, mais vous êtes sur notre Discord? Ah non, on n'est pas sur Discord, on n'est pas sur Facebook, mais bon, on suit un petit peu le site, de temps en temps, on y va. Ils étaient même pas abonnés à la chaîne YouTube, toi. Ils regardaient de temps en temps la vidéo YouTube pour voir. Mais ces gens-là, comment tu que je sache qu'ils existent? Ah ouais, non, mais ils vivent hors réseau, et quelque part, ils ont peut-être bien raison aussi, quoi. Non, mais et puis surtout, enfin, voilà, ils ont pas envie de voilà, ils vivent de leur côté, et pareil, un mois plus tard, quand je vais chez un copain, et en fait, le président de son asso de jeu est un joueur de NetEpic. Ouais. Mais il est pas sur notre Discord, il est pas sur notre Facebook, etc. Enfin, pareil, je peux pas savoir qui y joue, lui. Donc il y a des joueurs que je ne connais pas. On peut parler des joueurs qu'on connaît, mais uniquement de ceux qu'on connaît. Il y a plein de joueurs que, tu sais pas, quand t'habites dans une ville, tu connais pas tous les joueurs de 44 de ta ville, Ouais, c'est clair. Je pense qu'on peut facilement sous-estimer ça, mais honnêtement, à titre personnel, à chaque fois que j'ai débarqué dans un petit univers lié au hobby au sens très large, en vrai, il y avait toujours un gars qui savait ce que c'était un NetEpic, un gars qui avait pas lâché l'affaire de la petite échelle et qui nécessairement, j'ai envie de dire, parce que finalement vous avez été longtemps la seule option disponible en fait pour continuer à jouer, quoi. Ah oui, mais encore une fois, c'est pareil. Mais moi, je le vois quand je fais des conventions diverses. Il y a toujours plein de gens qui s'arrêtent par nostalgie, des gens qui ont encore leur fille. Et après, en fait, c'est une question. Encore une fois, c'est une question parfois. Ils savent pas. Tu peux avoir 2 joueurs l'un côté de l'autre, ils savent pas que les 2 ont des armées. Et voilà. Donc, mais oui, je sais. Alors, encore une fois, je sais pas. Et quelque part, c'est pas. On fait pas ça, on fait ça pour permettre aux gens de pouvoir jouer. Oui. Mais quelque part, savoir qu'on fait ça pour 10 personnes ou 10 000,
s'en moque. Ouais, c'est pareil, quoi. On s'en moque totalement. Nous, on voit rien, etc. Et en plus, vu qu'on est un jeu essentiellement narratif, les tournois, c'est pas ça qui va nous donner une façon de voir si la communauté est active ou pas. Non, ouais, de toute manière, le choix de cette case-là, que ce soit narratif ou compétitif, ça écrème déjà très, très largement toute la communauté, quoi. Non, et puis surtout, en plus, même sur du 40K, Games estime que 15% de ses joueurs sont des joueurs de tournoi. Ce qui veut dire que t'as 85% de joueurs qui ne jouent pas au tournoi, donc ils font du narratif ou qui font juste du fun comme ça à côté. Mais du coup, mais si tu regardes les réseaux, t'as l'impression de ne voir que du tournoi. Ouais, mais il y a un clair problème de représentativité. J'allais dire que moi, je suis un peu là pour ça, toi aussi sans doute, pour en faire pencher un petit peu la balance aussi, quoi. Mais on va pas se cacher, c'est compliqué. Moi, typiquement, j'ai monté un rapport de bataille purement narratif, d'accord ? Donc vraiment, où c'est le rapport où t'as aucun jet de dés, c'est on a tourné la partie, on la raconte derrière. Ça, t'as une voix off qui raconte ce qui se passe dans la partie en disant telle troupe tire, enfin, mais c'est raconté, c'est l'histoire. Une narration, hein, on est dans la même etymologie, quoi. C'est ça, t'as une narration, etc. C'est vraiment une narration typique, avec des photos, etc., de la partie, etc. Donc, voilà. Écoute, moi, c'est tout ce que je demande, hein, ce genre de contenu. Apparemment, c'est pas du goût de tout le monde. Mais en fait, alors typiquement, cette partie-là m'a demandé 2 fois plus de temps à faire, cette vidéo-là. Oui. Elle dure 2 à 3 fois moins longtemps qu'un rapport de bataille classique, puisqu'elle dure que 25 minutes, la vidéo. Ouais. Donc c'est 3 fois moins qu'un rapport de bataille standard. Et elle fait 2 fois moins de vues. Évidemment que quand tu veux en vivre, tu fais du rapport de bataille standard et pas du narratif. Oui, c'est logique. Il y a aussi la question de la quantité de travail, mais qui n'a rien à voir. Mener une narration, mener quelque chose de construit, mener quelque chose de cohérent, naturellement, ce sera toujours beaucoup plus d'heures passées que de faire un petit match play à l'arrache, là, en tirant des cartes, tu sais, qui veulent trop rien dire, quoi. Sur des décors en carton, en plus. Non, mais même en dehors de ça, tu peux même, si tu joues avec les mêmes figurines, si tu prends la même partie, et que tu vas la monter en rapport de bataille standard, classique, ou en rapport narré, rapport standard, t'as tes caméras, tu mets en place tes caméras et tu fais des coupes. Ça prend du temps, hein, c'est un quasi live, quoi, en tout cas dans le déroulement. Ça prend un peu de temps, etc., parce que si tu veux dynamiser la vidéo, ça prend du temps. Moi, j'en fais aussi, hein, donc je sais que le temps que ça prend. Donc, je critique pas du tout. Par contre, effectivement, si tu veux faire du narratif, déjà, une fois que tu as fait ta partie, il faut que tu la déroches entièrement pour noter tout ce qui se passe. Ensuite, il faut que tu t'arranges pour parce que évidemment, dans la partie, tu as fait attirer un détachement, un groupe d'unités à gauche, une unité à droite, une au centre, puis de nouveau à droite, puis encore à droite, puis au centre, puis à gauche. Si tu racontes ça comme ça, tu perds tous tes joueurs. Enfin, personne ne comprend ce qui se passe, en fait. Ouais, c'est clair. Donc, faut bien que tu regroupes par zone, quelque part, toi, en disant, voici ce qui se passe sur la gauche, voici ce qui se passe sur la droite. Donc là, il faut que tu retravailles tout ton truc. Ensuite, le problème, c'est que de temps en temps, il se trouve que, t'as une unité qui était à gauche, qui a tué une unité ennemie qui était à droite, donc du coup, si t'avais prévu de commencer par la droite, tu peux pas. Et parfois, ça se croise, donc il faut que tu retravailles tout le truc, parfois que tu triches un petit peu sur la narration. Bref. Faut que tu retravailles tout ça. Ouais, c'est sans fin, quoi. Il y a un vrai travail derrière, en fait, d'écriture, de relecture, d'enregistrement ensuite derrière. Donc oui, ça demande plus de temps. C'est un autre style, et effectivement, encore une fois, tu fais 2 fois moins de vues avec 3 fois moins de temps, donc en gros, tu fais 6 fois moins de watch time, quoi. Pour quelqu'un qui veut en vivre, passer 2 fois plus de temps pour faire 6 fois moins de temps de visionnage, le calcul est vite fait. C'est juste pas possible, quoi. Mais bon, néanmoins, je pense que c'est un parti pris, qu'on est ravi d'emprunter. Et justement, je voulais relever ça. Justement, on présente souvent NetEpic comme étant un jeu narratif ou un jeu à vocation narrative. Est-ce que finalement, dans l'écriture des règles, pour toi, c'est quoi qui rend un jeu dédié au narratif ou pas, ou alors à vocation narrative ou pas? Qu'est-ce qui change dans les règles? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est une baisse de la létalité, ou tout simplement est-ce que c'est le simple fait d'aligner des grandes armées comme ça qui va appeler le joueur à créer quelque chose d'épique, tout simplement,
plutôt que simplement compter du score, des points. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'une part, il y a la diversité des scénarios. Première chose. On a 17 scénarios différents qui sont disponibles. Yes, j'ai vu et ça m'a l'air très cool, hein, franchement. Donc, du coup, tu peux vraiment t'amuser. Alors évidemment, t'as, on va dire, les scénarios, on va peut dire centraux, Apocalypse et Exterminatus, qui sont vraiment les deux scénarios centraux de NetEpic. Et même cela, c'est-à-dire que, en fait, ils sont pensés pour pouvoir se jouer en tournoi, mais de fait, tu peux aussi en faire un truc narratif. Ce qui fait pour moi le côté narratif de la chose, que NetEpic est plus adapté au narratif qu'au tournoi, c'est justement le fait que t'as des profils qui sont quand même assez différents. Voilà, tu vas pas avoir un seul profil de Predator, par exemple. Tu vas en avoir plusieurs. Tu vas pas un seul type de Lehman Russ. Tu vas en avoir plusieurs aussi, même bien plus. Voilà. Et donc, quitte à ce que effectivement, t'en as qui sont spécialisés dans un domaine. Toi, tir à courte portée ou au contraire tir à longue portée. Donc voilà. Donc du coup, quand tu construis ta liste, tu vois ce que tu veux faire. Et puis rien que nos constructions de liste, on essaye de garder un espèce quand on fait nos codex, on essaie de faire en sorte que nos codex aient chacun leur propre particularité, donc leurs propres âmes. Donc on essaie de faire en sorte que les règles spéciales représentent l'ADN de l'armée. Typiquement, tu vas pas jouer d'escorte de crime quand tu vas jouer la garde impériale classique. Ouais, vous mettez quelques garde-fous, quoi. On va typiquement à la Death Corps de Krieg, tu t'as pas la même compagnie d'artillerie, tu n'as pas la compagnie de Lehman Russ classique, t'as que celle d'assaut. Par contre, t'as plus de piétons, t'as plus dans les compagnies, les cavaliers de la mort sont plus puissants que les cavaliers normaux, quoi. Bref. Ouais. Donc là, pareil, paralyséen, c'est transporté. Tu veux jouer une garde impériale lâchée par en débarquement aérien. Et tu te prends des paralyséens. Ouais. Pareil pour les vaisseaux mondes. Si tu veux jouer de la cavalerie, toi des motojets et des Vipers, tu joues ces âmes. Ouais, bien sûr, ouais. Si tu veux plutôt jouer des guerriers aspects, tu vas partir sur Miltan, et ainsi de suite. Mais du coup, il y a quand même, comme j'ai pu le voir dans le Army Builder, là, votre petit outil de création de liste, il y a quand même quelques restrictions qui permettent de rester cohérent avec le lore de telle ou telle armée, quoi. L'exemple classique sur les codex de Astartes, tu peux prendre les 10 compagnies, ouais. Mais chaque compagnie est limitée. La première compagnie, tu peux prendre soit des Terminators, soit les gars en Terminator, soit les gars en armure classique, mais tu peux pas prendre les deux. D'accord. Ouais. Tu peux pas prendre deux fois la première compagnie, tu peux la prendre qu'une seule fois. Les compagnies de bataille, t'en as 4 dans un codex classique. T'as 2 tactiques, t'as une dévastateur, une assaut et une de scout. Pour le truc. Et puis suivant les codex, suivant les chapitres, c'est pas les mêmes compagnies. Donc du coup, oui, tu vas avoir des changements, des unités spécifiques qui vont arriver. Et pareil, sur les légions de 30K, on a essayé vraiment de faire en sorte que les petites particularités des différentes légions s'y retrouvent, en fait. Alors que c'est pas encore très différencié à l'époque, mais ça l'est quand même suffisamment. Et voilà, en fait, j'aurais tendance à dire, soit tu as une armée de cœur et tu la joues, soit tu as un style de jeu qui est particulier et tu vas t'orienter sur telle ou telle armée. Parce que elles sont peut-être plus adaptées à ce style de jeu. Et c'est un petit peu ça qu'on veut mettre en place, c'est vraiment de se dire, c'est pas parce que tu joues Salamander ou que tu vas pas jouer Salamander comme tu vas jouer Ultramarine. Du coup, tu as soulevé un truc intéressant, tu nous as parlé de 30K et tu es en train de nous expliquer que NetEpic permet de jouer à 10 000 ans d'écart. Ça doit être ça, non? Tout à fait. Et on a sorti là, parce que c'était une demande récurrente de la communauté d'avoir des codex 30K, parce que t'as des gens qui adorent les Résidorus et qui veulent y jouer. Ouais. Et effectivement, les Résidorus se prêtent très bien à cette échelle-là. Ouais, parce que là, on a l'image des batailles immenses, quoi. Ouais. Et effectivement, on se posait la question. Alors, c'était dans nos projets, et on a commencé à travailler dessus. Légion impérialiste a été annoncé, donc ça nous a encore plus motivés. Et on a sorti les 18 codex des 18 légions. D'accord, donc ça vous l'avez fait dans la foulée de l'annonce de ce nouveau jeu qui est Légion impérialiste, du coup. Alors, c'est sorti, c'est ça, les dernières légions sont sorties, les légions sont sorties cette année. En fait, en 2024, c'est 2024 la sortie des différentes légions. Elles ont été espacées dans le temps. Effectivement, la dernière, je crois qu'elle est sortie
les dernières sont sorties durant l'été, il me semble, au début septembre, un truc dans le genre. D'accord. Voilà. Mais effectivement, on a sorti les 18 légions avec des différences. Toi, c'est pas juste tu changes la couleur de peinture. Non, c'est vraiment ta différence entre les différentes légions qui sont marquées. Voilà. Donc pour vous, ça a été une réadaptation des codex 40K ou alors vous avez carrément repris le truc du début? Ça a été vraiment pour repenser depuis le début quelque part, puisque l'idée c'était pas juste de dire tu prends le codex 40K des ultramarines, tu l'adaptes, non, puisque il y a des unités qui existaient pas, qui existent plus. Ouais, il y a pas mal de différences, hein, ouais. Et qui existaient en 30K et réciproquement. Donc on essaie de faire des différences, on essaie aussi de faire en sorte que les codex soient pas juste un qui soit plus riche que l'autre, non, c'est vraiment qu'il y a une vraie différence entre les deux. D'ailleurs, il n'y a pas les mêmes règles spécifiques, il y a 2-3 règles spécifiques qui changent entre les deux, voilà. Et on s'est arrangé, par contre, ce qui était important pour nous, c'est de faire en sorte que les codex 30K puissent être joués contre un codex 40K sans difficulté. Ah ouais, donc là, typiquement, je suis un joueur Eldar, j'ai l'habitude de jouer dans la parenthèse temporelle de 40K, je peux très bien affronter une légion de Iron Warriors qui a été pensée pour l'Horus Heresy, quoi. C'est ça, il n'y a pas de souci, les codex sont équilibrés entre eux, voilà, il n'y a pas de déséquilibre d'un côté comme de l'autre. Ah bah ça c'est sympa, quoi. Ça permet cette multi-temporalité, parce que c'est vrai que du côté de Game Workshop, il y a eu cet énorme parti pris qui a été Légion impérialiste qui cantonne l'échelle épique au 30e millénaire, quoi. Comment tu l'expliques ça, toi? Alors, je vais l'expliquer par l'historique et par une raison économique qui est toute bête. Les deux, en fait, sont assez logiques. Hein. Je conçois que j'en ai discuté avec Vincent Payet-Fargam, qui me disait qu'il trouvait ça dommage qu'ils aient pas fait le pari de passer en 40K. À l'époque de 40K pour les gens Paris. Bah c'est vrai, je pense que ça a été la première réaction d'à peu près tout le monde, c'est de se dire ah merde, tu vois, dommage. Ouais, mais je t'avouerais qu'en fait, se dire ça, en fait, c'est un pari ultra osé. Et, enfin, c'est plus qu'osé en fait, c'est quasi suicidaire en fait comme pari. Ouais, commercialement, on est d'accord que c'est chaud, quoi. Ah bah c'est ultra chaud, c'est-à-dire que parce que si tu veux faire à l'époque de 44, tu peux pas te contenter de faire Space Marine contre Space Marine. T'es obligé de faire au moins 3-4 espèces au départ. Ouais. Hein, donc genre Eldar, Orc, Garde Impériale et Astartes, toi, au moins ça. Ouais, les fondamentaux, quoi. T'as tous les autres qui vont râler parce qu'ils ont pas la leur, donc tu commences à le sortir les autres. Et puis surtout, ça veut dire que tu adaptes tout ce qui existe en 40K à l'échelle épique. Donc autant te dire que c'est quand même un gros taf. Ouais, grave. Ouais. Voilà, ça veut dire que tu dois être capable de tout sortir très vite. C'est-à-dire que si tu veux que le jeu fonctionne, en gros, dans l'année, t'as sorti aussi les taux, t'as aussi sorti les tyrannides, t'as aussi sorti le chaos. C'est juste pas gérable en fait. Hein. Quand on voit l'hystérie collective qui règne en fait dans le volume de sorties liées à Warhammer 40 000, c'est-à-dire les nouveautés partout, tout le temps, les nouvelles règles partout, tout le temps, tu te dis putain, trouver la place pour ça en plus, ouais, évidemment, c'est un peu chaud, quoi. Enfin, c'est un truc tout bête, mais commercialement, ça veut dire que tu vas avoir des figurines dont tu vas payer un designer pour qu'il fasse le modèle. Ouais. Qui vont se vendre, pas forcément beaucoup, parce que si là où t'as sur les gens impérialistes, pour l'instant, enfin maintenant tu as 3 factions, puisque t'as le Mechanicum, Dark Mechanicum, c'est à peu près les mêmes, puisque voilà, t'as la Solarxia et Astartes. Donc actuellement t'as 3 factions. Au départ il y avait que 2 factions, hein. Donc t'as 2 types de modèles. Ouais. Là, si tu te retrouves à faire 8 armées différentes, enfin 8 factions différentes, tu divises tes ventes par 4 pour chaque faction. C'est un peu ce que ça veut dire, hein. Ouais. Donc en divisant tes ventes, c'est plus la même rentabilité que tu as sur tes modèles. Donc ils ont fait un truc qui me paraît assez logique, c'est tout simplement lancer le jeu avec juste 2 factions, tester, ça marche. Et d'ailleurs, ils ont pas commencé comme ça. Ils ont commencé par sortir Adeptus Titanicus. Ça a marché. Ils ont dit, ça marche, ça prend. Il y a une petite vibe, ok. On sort Aeronautica Imperialisme. Ouais, ça fonctionne pas trop mal. Ouais. Bon, allez, on va sortir les gens impérialistes. Là, très clairement, les ventes ont très bien fonctionné. Voilà, on va être très clair. Hein. T'as un retour sur ça, justement, je me posais la question, moi. J'ai un retour qui est bon. Hein. Alors, est-ce qu'ils vont renouveler? Ils devraient se poser la question d'ici peu, mais je pense qu'ils sont plutôt partis pour oui. Voilà.
je pense qu'ils sont partis pour continuer. Bah écoute, c'est cool, hein, c'est cool. C'est vrai que ces derniers temps, je suis assez surpris quand même par le volume de sorties, par l'actualité qui est foisonnante, et également je suis très surpris de la qualité des kits plastiques. Là, bah, c'est simple, juste avant de faire cette émission, j'étais en train de monter un petit Titan War Master, et je suis sur le cul des grappes. Les grappes sont incroyables en fait, c'est du kit expert quasiment, quoi. Ah non, mais alors, ça, encore une fois, je sais que beaucoup de gens aiment taper sur Games. On peut penser ce qu'on veut de Games, hein, de leur politique commerciale assez agressive, on va dire. Mais Ouais. on peut pas leur enlever la qualité de leur figurine. Ouais, parce que là c'est fou, quoi. Tout est fou, hein. Franchement, t'as vu les petits nouveaux, genre dans les tanks, les Kratos. Ils sont hallucinants, quoi, en termes de détails, quoi. Ah ouais. Bah, les Kratos, j'en ai peint 4, donc oui, je les connais. Ouais. Ouais, putain. Mais oui, non, c'est vraiment une bonne qualité, etc. Pareil, toi, le fait qu'il soit passé de 6 mm à 8 mm, alors il y a deux raisons à ça. Il y a une raison purement économique qui consiste à dire, bah, hey, les gars, vous allez quand même devoir acheter parce que vos figurines 6 mm, elles vont plus le faire, quoi. Ouais, ça, j'avoue, ça a dû en casser quelques-uns, non? Le gars qui, par exemple, avait une armée net épique, voilà, à l'ancienne, tu vois, au format 6 mm, bon, il peut quand même jouer à Légio impérialiste, non? Même s'il y a un petit changement d'échelle. Alors, c'est là où Game, c'est pas stupide. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, sur une fac enfin, une mini-fac qu'ils avaient faite sur Warhammer Community, Ouais. et ils avaient répondu à des questions qui étaient, qui revenaient souvent, hein, en fait, tout simplement, hein. Et la question, c'est est-ce qu'on peut jouer avec nos anciens socles? La réponse, ils avaient répondu oui. Par contre, pour toutes les règles, vous devez avoir un socle actuel, pas loin. Ouais, bon. Puisque tout se mesure de bord de socle à bord de socle dans les jeux impérialistes. Donc, en gros, voilà. En gros, ils disent, ouais, t'as le droit de jouer avec deux anciens socles, si tu veux. Enfin, mais garde le socle officiel pas loin pour toutes les mesures, etc., quoi. Ouais, parce que putain, rechocler de l'infanterie épique, bon, c'est un peu chiant, quoi. Donc ça, c'est la première raison, et finalement économique, hein, voilà. Et la deuxième raison, alors là, pour le coup, plus en termes de modélisme, c'est quand même plus facile de faire des détails, un peu plus de détails sur du 8 mm que sur du 6. Ouais, grave, ouais. Et honnêtement, quand tu vois la qualité de leur figurine, hein, bah voilà, ça se pose là. Hein. Ouais, là je pense qu'ils ont coupé court à tous les débats sur voilà, tout le monde s'interrogeait. Je me souviens même à l'époque, avant la sortie de Les Jeux impérialistes, il y avait eu comme des espèces de fuites de grappes de figurines qui semblaient dégueulasses et tout, mais bon, regardez le truc en vrai, les gars, la gamme Les Jeux impérialistes en termes de détails, en termes de finesse de gravure, c'est juste une tuerie, c'est un sans faute, quoi. Tout à fait. Non, mais pour moi, enfin, en plus, c'est un fait de faux débat qui, en France, a été monté par des gens qui ne voulaient pas entendre parler de Légion impérialiste. Ah tiens, ouais. Voilà, hein, voilà, et qui ont tapé dessus avant même que le jeu sorte. Et concrètement, moi, le pire, c'est que j'ai eu le débat après avoir fait, enfin, j'ai vu que le débat existait après avoir fait le live d'Open the Box chez Vincent de Planet Wargame. J'avais eu les figues en main et j'ai fait, hein, il y a ça? Attends. Ah, je sais que ma vue baisse, mais quand même. Et tu regardes, ah ouais, effectivement, si tu mets très très proche de trucs, hein, si tu la tiens dans la main, tu le vois. Ouais, mais une fois posé sur le champ de bataille, et moi, typiquement, effectivement, ces bords-là, en plus, ça répond aussi à une question technique, c'est que bah il faut imprimer la figurine. Et là, pour le coup, ils ont fait un truc. Je remercie Games de ce choix. Ils ont décidé en fait d'imprimer tous les piétons en fait en injection par le petit socle, le mini socle qu'il y a sur les pieds, en fait. Oui. Et donc c'est un point d'injection qui est quasiment, sauf 2-3 exceptions pour les épées de quelques épées et trucs dans le genre qui où t'as c'est sur la pointe, mais c'est très rare. Sinon t'as un point d'injection par les pieds. Or moi qui me souviens de l'époque des Epic Space Marine V2 ou même des précédentes versions des figues épiques, t'avais régulièrement des trucs où c'était sur la tête. Toi, t'avais 2 points d'injection, un en bas, un sur la tête. Et du coup, bah, tu te retrouvais avec une petite crête. Toi, tu fais, alors, attends, bouge pas, je vais l'allumer. Ah, il y a un bout du casque qui est parti au passage. Ouais, tu te retrouvais avec des ultramarines quepons, quoi. Ben voilà, mais c'est, alors sur les arcs, c'était moins gênant, hein. Voilà, moi je jouais alors que c'était moins gênant. Tu peux dire que c'était, ils avaient leur petite queue de cheval. Sur un Space Marine avec le casque bien, enfin sur des Eldar c'est pareil, hein, vu que c'était dans le prolongement du casque, c'était moins gênant. Mais
sur des Space Marines avec le casque ou le gars impérial avec le casque bien rond, t'avais une petite pointe, bah ouais, ça se voit quoi. Et là, en fait, le fait que tout soit fait par en dessous, tu limes le dessous et en plus tu le colles derrière, donc ça se voit pas. Ce petit point de truc là ne se voit pas. De toute façon, là, on parle d'un comparatif entre deux gammes de figurines il y a entre elles 20 ans de progrès techniques, de techniques de moulage des figurines en ABS, en plastique. Évidemment que ça ne pouvait qu'être bien meilleur, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Et puis, encore une fois, je vais être honnête, il y a ça, il y a le fait aussi, donc il y a ce choix technique. Et puis, bah, t'en as qui disent ouais, mais ils auraient pu faire ça en 2 parties. Ah, sérieusement, les lance-missiles, les Space Marine lance-missiles, les tactiques lance-missiles, ils sont en 2 parties. Parce que là, pour le coup, visiblement, le lance-missile, pour pouvoir le faire correctement, il faut que tu sois en 2 parties. Et donc, t'as le lance-missile, enfin, la main qui tient le lance-missile à coller sur le reste du corps. C'est galère! Bah oui, tu m'étonnes. Sérieusement, c'est ultra galère. Moi, je me dis, il y a ce petit bout en plus. Ouais, bah tu sais quoi, moi sur mes Ultramarines ou mes Sonophorus, puisque je fais ces 2 légions-là, je le peins en noir. Ça fait, au pire, tu vois, si tu vois la fuite de près, ça fait un petit tuyau qui part, qui part du truc. Et puis une fois posé sur la table, ça se voit pas. Ah oui, évidemment. Ouais, posé sur la table, tu ne le vois pas. À partir de là, rien à faire, honnêtement. Encore une fois, l'objectif c'est que ça soit joli, ça la licence de jeu, et ça permet d'avoir des poses plus dynamiques, un peu différentes, et pas avoir toujours 5 fois le même bonhomme dans la même pose qui était le cas avant. Donc voilà, oui, c'est clair, ouais. Donc, du coup, j'imagine que dans la communauté Net Epic, en fait, l'accueil de toutes ces nouveautés Légion impérialiste doit se faire dans une grande joie. Mais en tout cas, vu que ce truc arrive maintenant, comment ça s'est passé les 20 dernières années, en gros, les gars, comment vous avez fait pour avoir des figues? Donc, tu vas nous en dire, je pense, sur les printers 3D, etc. Mais en gros, pendant 20 ans, ça a dû être quand même la petite galère, quoi, de se monter des armées épiques. Tout à fait. Alors, t'as eu, en fait, il y a eu toute une partie du temps où, effectivement, t'avais soit les petites annonces, les occasions, donc sur eBay, trucs dans le genre, avec, exemple, deux, trois prix qui pouvaient être délirants, des figues très rares, ouais, bien sûr, qui pouvaient être totalement délirantes en termes de prix. Tu avais aussi du recast, ça se faisait. Voilà. T'avais 2-3 fondeurs qui faisaient ça, un petit peu sous le manteau, toi. Bon, ok. Ouais, c'était un peu la débrouille, quoi. C'était un peu la débrouille. Il y a eu à un moment donné quand Games a annoncé qu'ils arrêtaient, parce que Games aussi en vendait encore certaines figues, donc voilà, toi tu aussi Games tu pouvais en acheter encore chez Games. Et quand Games a annoncé il y a quelques années qu'ils arrêtaient de vendre les jeux spécialistes, c'était dans les années 2010, un truc dans le genre, enfin 2015, 2020, enfin 2015, entre 2015 et 2020, je sais plus quand exactement. 2015, il me semble, à peu près. Ouais. Ils ont annoncé, on arrête de vendre des figues spécialistes. Ils ont retiré tout leur catalogue. Ils ont écoulé tout leur stock, voilà, donc évidemment. Là, à ce moment-là, t'as eu des gens qui faisaient déjà leurs petits trucs de leur côté, qui sont sortis de l'ombre, quelque part, qui disent, nous, on fait des trucs, voilà, on fait des proxys. Plus ou moins proxy, t'avais des Tchèques, je crois, qui font là, c'est plus des proxys, c'est de la copie. Ouais, très concret. Ouais, copie conforme, quoi. Ouais. Copie conforme de certaines troupes. À l'inverse, t'as d'autres qui font vraiment du proxy, qui en gros, tu vois la figue, tu fais, hey, ça c'est ça, et tu regardes la figue, tu fais, ah bah non. non, mec, non, ouais, pas ça du tout, non. Mais c'est pas ça. Mais toi, en fait, quand tu vois la figue, tu sais à quoi ça correspond. Tu vois, c'est ça qui est fort, en fait. Le mec est très fort. Il y a 2-3 mecs comme ça, ils sont très forts. C'est que tu vois la figue, tu sais à quoi ça correspond. Ouais, c'est un peu des illusionnistes, quoi. C'est ça. On garde un style assez proche, mais avec 2 styles quand même assez différents. Enfin, voilà, mais bref, tu sais quel type. Toi, par exemple, je prends sur les taux, les Hammerhead, t'as différents types d'armements. Tu vois l'armement, tu fais, ça c'est tel armement, et tu fais, mais en plus c'est pas Hammerhead, c'est pas du tout la même tête, mais en fait oui, je le pose sur la table, je sais que c'est tout le monde sait que c'est un Hammerhead, et tout le monde sait quel armement il a. Ok. Et toi, bon, bref, donc t'avais ça. Alors d'ailleurs, pour revenir sur la discussion précédente, t'en as plein qui ont dit,
dans les critiques, dans ceux qui critiquaient les figurines de Jean Paris avec ce petit truc en plastique. Ils disent, ouais, mais regardez, les formes il y a les fondeurs indépendants, ils font de très belles figues à la même échelle. Oui, eux, ils le font en métal. Ah oui, ouais. Et ils font pas la même, ils le font en métal, avec en plus plein de petits points de sortie. Alors, elles sont très belles, leurs figurines, il n'y a pas de débat, moi j'en ai. Par contre, ce qui est toujours galère, c'est que régulièrement, t'as toujours les petits surplus d'injection de métal, et régulièrement sur certaines des figues. Bah oui, ça à travailler, c'est pas la même tambouille, quoi. Hein. Non, mais ça s'enlève, c'est pas de souci. Mais régulièrement, moi, je peux retrouver à peindre la figurine, faire ah merde, je l'avais pas vu ce petit bout là. C'est difficile à discerner hein, sur le métal. Hein. Ouais, sous une lumière blanche, t'en chies hein, à voir ce qui va pas sur un moule. Oui, tout à fait, mais en plus, c'est-à-dire que sur toi, tu prends la série figurine, t'as vraiment les trucs débarbement, enfin toi, les restes de métal qui sont dans les conduits en fait. Donc ces petits trucs que tu enlèves en plus, toi. Ouais. Et bah oui, bah si tu fais pas attention et que tu prépares 60 piétons, bah t'en as quelques-uns qui restent sur 2-3 filles. Ouais. Et c'est pénible. Voilà. Mais après, encore une fois, c'est un choix. Et puis bah c'est pas le même coût, c'est pas le même volume aussi. Voilà. Donc encore une fois, tout est une question de stratégie et etc. Et moi, je pose pas de soucis. Hein. Voilà, les mecs qui font des très belles figurines en métal, bah très bien, y a pas de soucis. Hein. C'est pas la même optique. Encore une fois. Et ben justement, à côté du métal, parle-nous un peu du petit boom de la création et de l'impression 3D, parce que, enfin, j'en sais rien, mais en vrai, je m'en doute très fort que c'est ce qui a dû vraiment faire vivre quelque part l'achat de figurines du côté épique de la Force, quoi. Ah bah tout à fait. Je vais être très concret. En fait, l'arrivée des impressions 3D, des imprimantes 3D, a redonné un nouveau souffle à cette échelle. Pourquoi ? Parce qu'avant, quand tu voyais ça, tu galérais, et puis tu voulais t'y mettre, bah fallait que tu cherches des figurines, t'as pas forcément tous les modèles, toutes les figurines n'étaient pas forcément présentées, donc tu fais que tu galères parfois que tu jongles sur plusieurs fournisseurs, bref. C'était quand même compliqué. L'impression 3D arrive, tu as des gens qui commencent à faire des modèles, alors au début les premiers modèles sont pas tip top, mais bon après ça s'améliore. Voilà. Et bah maintenant, honnêtement, nous sur notre Discord, on a un drive partagé avec plein de modèles gratuits. Hein, c'est des modèles qui sont gratuits. Tout modèle payant ne peut pas être sur notre drive, hein, parce que bah il est payant, donc faut payer le gars, hein, voilà. Hein, faut payer le mec qui a modélisé ce truc. Voilà, et j'ai pas de débat là-dessus. Voilà. Donc ouais, mais tous les modèles qui sont en libre accès, ils sont qu'on trouve, c'est un drive participatif, donc les gens peuvent rajouter des modèles quand ils en trouvent. Voilà. Et c'est ordonné par faction, etc. Donc les gens peuvent venir récupérer les modèles, les imprimer, ou les faire imprimer, voilà, il n'y a pas de souci. On a même 2-3 imprimeurs pro qui sont sur notre Discord, hein, donc à qui vous pouvez demander de devis. Bref, oui, ça a été une seconde vie. Là, honnêtement, ça s'est passé de c'était compliqué à trouver des figues à non seulement c'est facile, et en plus, 40 € de résine, t'as ton armée. Alors, l'impression 3D, en plus, si on a une imprimante 3D chez soi, de pratique, c'est que si tu es en mode, toi, tu te fais une armée, et tu te dis, bah tiens, j'ai mes différents modèles, ouais, mais t'as pas besoin de faire de l'achat compulsif. Toi, l'impression 3D a une tendance, enfin, quand moi, alors, ok, d'accord. Dès qu'on a une imprimante 3D, la première chose qu'on fait, c'est on imprime plein de trucs. On est tous d'accord, on est tous passés par là. Tu te rends compte très vite que, bah, finalement, t'as pas besoin d'imprimer plein de trucs. Bah, pourquoi tu les imprimes maintenant? Tu peux les imprimer quand on a besoin. Et moi, bah, c'était le cas avec mon imprimante 3D. Mon imprimante 3D, elle me sert quasiment plus maintenant, parce que, bah, en fait, j'imprime quand j'ai besoin, point. Voilà, j'imprime quand j'ai besoin, voilà, et puis, bah, je fais mes trucs tranquille dans mon coin, voilà. Et puis, bah, en fait, du coup, bah, j'imprime et je peins, quasiment derrière. Donc, du coup, voilà, j'ai très très peu de figurines imprimées qui ne sont pas peintes. Très bien, ça. Bah, voilà, monsieur est un bon élève. Oui, alors, des figurines non imprimées d'occasion, trucs dans le genre, que j'ai acheté, autres. Là, j'ai quand même ma pile aussi, hein, faut pas rêver.
Mais effectivement, et puis alors les gens appellent, ne veulent pas m'aider, là je viens de recevoir 2 boîtes pour le Mechanicum, toi. Oui, ouais, t'as craqué sur la nouvelle gamme, j'imagine. Ouais, alors que je n'ai toujours pas fini de peindre mes ultramarines, ni ma Solar Auxilia, mais bon, tout va bien sinon. Mais bon. Ouais, en gros, t'as toutes les armées, quoi. Oui. Mais voilà. Mais donc oui, l'impression 3D vraiment fait du bien. Et en plus, sur notre Discord, vraiment, pareil, vous avez des questions, vous venez les poser, Ouais. les gens vous répondent, que ce soit sur l'impression, que ce soit je cherche tel modèle, ou que ce soit bah tiens j'ai telle question sur le jeu. Vraiment, c'est un Discord qui est très accueillant, qui est très. Bah écoute, vu que tu soulèves cet élément-là, c'est vrai que ce Discord NetEpic, il est franchement foisonnant. C'est un Discord à rallonge. Bah, je veux bien que tu nous parles, pour un peu conclure cette émission, bah, finalement, du côté associatif de NetEpic. Moi, en tout cas, de l'extérieur, tu vois, quand je me suis logué à la fois sur votre site officiel et sur votre Discord, ce que j'y ai vu, finalement, c'est une offre archi complète concernant le jeu à ce format-là. C'est simple, vous avez accès à tout. Vous avez les règles, vous avez les codex, vous avez les outils pour construire des listes, et dès lors qu'on va sur le Discord, là, on élargit encore le spectre. Vous avez accès aux créateurs de figurines, à la vente de figurines, à une certaine expertise dans les règles de telle ou telle faction. Enfin, finalement, votre truc, ça, vous en avez fait un vrai petit empire, quoi, NetEpic. Bah en fait, notre objectif c'est de faire en sorte que les gens puissent venir. Alors en fait, c'est vraiment un truc communautaire. Comme j'ai dit au départ, on était 3 sur la création de NetEpic Palladium. Maintenant, on est une dizaine dans l'équipe de création, plus d'autres personnes qui gravitent un petit peu autour. Et en fait, c'est venu au fur et à mesure. C'est-à-dire que typiquement, il y a parfois des trucs qui se posent parce que tiens, j'aimerais faire ça. Le builder de liste, c'est un membre de donc il est québécois, hein, la personne qui fait le truc. Enfin, il vit au Québec, c'est un Français qui vit au Québec. Qui pareil, en fait, il avait découvert, il connaissait Big Space Run V2, et il voulait se remettre au jeu avec son fils et ses amis de son fils, toi, qui ont 12-14 ans, je crois, un truc dans le genre, toi. Et sauf que, bah, voilà. Donc, il avait téléchargé des pics, et évidemment, tu demandes à des gamins de 12-14 ans de faire des listes. Bon, autant te dire qu'ils font tout et n'importe quoi. Ouais. Voilà, hein, et voilà, il a fait. Alors, je vais mettre 3 titans War Master, monsieur. Donc il commence à faire un peu. Donc il voulait les cadrer, et du coup, en fait, il a commencé par se faire son propre petit builder de son côté. Et puis il se dit, bah, ça vous intéresse? Bah ouais, grave. Attends, mais du coup. Évidemment, ouais. Du coup, on l'a intégré à l'équipe de création pour qu'il ait juste en avance les codex qui vont sortir, pour qu'il puisse les intégrer au truc, toi. Les corrections aussi avant qu'elles sortent. Bref, donc en gros, ouais, tout ce truc-là. Il y a plein de gens en fait comme ça qui viennent nous donner un coup de main sur tel ou tel sujet. Moi au départ, je m'occupais par exemple de la mise en page des codex. Je n'y touche quasiment plus parce que ça prend du temps la mise en page des codex. Ah, tu m'étonnes. Et en fait, c'était là que ça pêchait, c'est-à-dire que au départ, Jean et le Tonator s'occupaient d'écrire, s'occupaient de faire les codex quelque part, toi, et moi en fait, je les mettais en page. Ils produisaient plus de codex que j'en mettais en page, donc c'était gênant. Voilà. Mais du coup, voilà, on a élargi l'équipe justement parce que pour avoir des personnes qui s'y connaissent mieux dans le lore, etc., avoir des avis extérieurs, toi, tout encore une fois. Et puis pouvoir tourner. Tu vois, quelqu'un qui se dit tiens non mais là j'ai besoin de faire une pause parce que boulot, parce que famille, parce que pas envie, etc. La personne peut faire la pause tranquille. Le reste continue de tourner, quoi. Ouais. Moi, je voulais me concentrer sur la partie tout ce qui était YouTube et vidéo, toi, en fait, là-dessus. Et du coup, je devais délaisser la partie mise en page des codex. Et du coup, c'est 3 personnes qui ont pris la suite, ce qui permettait du coup de les sortir plus vite. Voilà. Et puis chacun à son rythme, plus tranquillement. Donc chacun a son petit rôle dans la team. Et toi, c'est vrai qu'on te voit assez régulièrement sur YouTube, par exemple, en fait, répandre la bonne parole de la Grande Guerre à petite échelle sur d'autres médias. C'est vrai qu'on t'a vu chez pas mal de gens, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire un mot là-dessus? Oui, alors en fait, c'est typiquement, c'est venu il y a bientôt 3 ans, je pense, par quelqu'un qu'on connaissait
qui est en contact avec Vincent de Pet for Game pour quelque chose, et qui, en fait, je lui en ai parlé, tiens, en fait, ça t'intéresse, si tu veux, moi, je peux te mettre en contact avec ceux qui ont créé, les créateurs de NetEpic, voilà. Donc, Vincent a dit, ouais, pourquoi pas, ça m'intéresse. On a fait une interview chez lui. Ouais. Voilà. Nous, on commençait à monter, justement, notre truc. Enfin, on allait bientôt sortir la V2. Donc, voilà, on commençait à avoir notre petite chaîne YouTube. Puis, je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'aller, de contacter d'autres youtubeurs, toi, éventuellement, si ça les intéresse, de faire un rapport de bataille ou autre, toi. Et moi, je me déplace. En fait, typiquement, moi, j'essaie de contacter des gens. J'ai contacté, par exemple, entre autres, Iggy, que j'avais croisé 2 ans avant à Octogone, donc en 2019. Ouais. Toi, Octogone, avant le Covid, hein, dernière édition avant le Covid. Et du coup, il me répond, attends, mais c'est toi que j'ai vu à Octogone, c'est ça, hein? Ouais, je te tombe bien, je vais te contacter. Et du coup, voilà, je suis parti faire quelque chose chez lui, pareil. Ne serais-tu pas devenu un peu le VRP de NetEpic quelque part? Oui, oui. Non, typiquement, c'est exactement ça. C'est un petit peu mon rôle. C'est d'être la vitrine quelque part de NetEpic. Voilà, c'est un truc que j'aime bien faire, etc. Ouais. Et puis surtout là, en termes de légitimité, toi, t'as été là depuis le tout début, quoi, quelque part. Hein. Alors après, toi, ça, c'est grave, mais c'est surtout on se répartit dans l'équipe sur ce que les gens aiment faire. Toi. Oui. Voilà, il y a aucune obligation de le côté non mais pareil, toi, il y a des gens qui vont dire ouais, tiens, je pourrais te faire ça, c'est quoi ma deadline? Je rien fait. Quelle deadline? Oui, deadline. Non mais on n'est pas au taf, hein. Ouais, vous êtes pas une entreprise, vous êtes une association, quoi. Insistons bien là-dessus. Oui, non, et puis voilà, tu me proposes de m'aider, d'accord? Je vais pas te donner une date butoir. Tu fais ça quand tu peux, gars. La seule chose que je te demande à la limite, c'est si jamais t'as plus le temps, et ça peut arriver, et j'ai aucun souci, ou que t'as plus le goût, et j'ai aucun souci, tu me préviens, c'est tout. Voilà, tu me dis, non, là, finalement, je pourrais pas le faire, et je reprendrai le truc, quoi, c'est tout, mais pas le débat. Toi, mais c'est uniquement ça, toi. Et vraiment, le côté, toi, et ça, on voulait absolument pas avoir un truc où en gros, oui, non mais dans 3 semaines, il faut que tu nous rendes ça. Non, ça, tu nous rends ça quand? Quand tu peux. Okay. Voilà, tu me tiens au courant, c'est tout. Voilà. Honnêtement, vous en faites déjà bien assez. Écoute, justement, concluons là-dessus. Je pense quelles sont les perspectives les plus immédiates ou alors même les plus long-termistes concernant NetEpic. Là, votre V2, elle me semble bien installée. On va peut-être pas se stresser non plus pour sortir une nouvelle version trop vite, non? Alors, la V3 est en cours de réflexion. Il y a des trucs qu'on veut améliorer, etc. Comme on dit toujours, un jeu qui ne bouge pas est un jeu un peu mort, hein, quelque part. Oui. Le jeu parfait, ça n'existe pas. Faut arrêter parce que c'est pas possible, tout simplement. On a tous des volontés, des façons de jouer différentes, des envies différentes, et même nous-mêmes, suivant le moment où dans le mois, suivant dans la journée, etc. Tu vas vouloir chercher une fois, tu vas vouloir faire du narratif, l'autre, tu vas vouloir faire un truc très très tactique, très poussé, très et puis d'autres, tu vas juste vouloir trouver le jeu ultime qui fédère tout le monde. C'est pas possible, voilà. C'est impossible, c'est totalement impossible. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est une règle d'or, c'est totalement impossible. Donc tu peux pas. En revanche, effectivement, améliorer un jeu, il n'est pas parfait, mais tu as toujours des trucs qui peuvent être améliorés. Tu as toujours de bonnes idées qui peuvent sortir à gauche, à droite, et il faut surtout pas s'en priver. Et nous, c'est notre règle. Hein, c'est s'il y a une bonne idée qu'on peut récupérer, on la récupère, on l'adapte, et voilà, et on l'insère. Et si des gens se disent tiens, ce truc-là de la NetEpic, c'est vachement bien, on le pique et on l'adapte, hein, allez-y les gars, hein. Genre par exemple, je sais pas, hein, si vous êtes un jeu qui s'appelle Légion Impérialiste et que vous voulez introduire des classes de figurines, hein, donc des tailles de figurines quelque part, qui n'existaient pas avant dans vos jeux épiques et qui a été introduit par NetEpic, allez-y, et pas de souci. Et honnêtement, hein, nous ça nous va mais complètement. Enfin, les gens on dit ouais mais ça te fait pas chier qu'ils aient piqué ça? Non, pourquoi ça me ferait chier? Déjà, je serais quand même vachement de mauvaise foi, hein, puisque je pars d'un jeu qui est leur à la base. Oui, voilà, il y a un peu ce côté du bébé qui passe de main en main, quoi. Oui, ça, puis en plus, quelque part, au pire, excuse-moi, c'est un compliment, si quelqu'un te pique,
encore une fois, on ne vend rien. Donc voilà, c'est pas, c'est pas du vol dans le sens où nous on vend rien. Donc on s'en fout. Tu vois, effectivement, si quelqu'un nous prend une règle et l'adapte pour son truc, bah allez-y les gars. Enfin, faites-vous plaisir quoi. Enfin, on va pas râler là-dessus. Ouais, grave. Voilà. Nous on vend rien. La seule source quelque part de revenus de l'association. Ce sont les cotisations et plus éventuellement quand on vend des 3 goodies. Ouais, les adhésions annuelles quoi, ouais. Les adhésions annuelles et les ventes de goodies. C'est ça qui fait le revenu de l'association. L'association NetEpic, elle a un seul rôle et unique, c'est participer aux frais engendrés par justement toute la partie site internet, déplacement à gauche à droite. Bien sûr. Ouais. Je dis bien participer, ça ne couvre pas tout, loin de là. Donc il y a encore du reste à charge, mais voilà, c'est ça pour objectif. Et si on avait un peu plus de sous, on trouverait d'autres façons de le dépenser pour améliorer la visite du truc, toi. Mais voilà, typiquement, c'est certainement pas. On n'est pas nous dans une optique de vouloir en vivre. Typiquement. Ouais. Bon, déjà parce que si on voulait en vivre, ce serait quand même vachement mal placé. Oui, là, on va pas se mentir. Bon, il faut y aller, quoi. Faut y aller. Oui, non, faut y aller. Après, si Bernard Arnault passe dans le coin et qu'il veut me donner un mois de salaire, un jour de son salaire, ça devrait suffire pour l'année. Ouais, putain, c'est vrai qu'il pourrait partager un peu, là, le mec. Là. Ouais. Mais bon, voilà. Mais sinon, oui, voilà, c'est pas notre objectif d'en vivre. C'est pour ça qu'on fait pas de Tipeee. Tu vois, typiquement, on n'a pas de Tipeee parce que, comme on le dit, si vous voulez donner pour des gens, donnez à nos copains youtubeurs qui, eux, essaient d'en vivre. Nous, c'est pas notre objectif. Nous, notre objectif, c'est déjà d'arriver à couvrir les frais qui ça engendre la promotion du jeu, quoi. Ouais. Parce qu'effectivement, typiquement, quand je me déplace, je prends un exemple tout bête, mais si je vais à Rouen pour tourner un rapport de bataille chez Vincent de State Wargame, ou si je vais à Tours chez Iggy, ou à Paris ou je sais pas à Nice chez Félix, tu vois. Ouais. Il faut que je m'y déplace et on va être concret. Je vais pas m'y déplacer en train. Dans un pays où le litre d'essence est à 2 €, oui, c'est un peu compliqué, quoi. Oui, et puis surtout, je peux pas me déplacer en train pour des raisons de pure logistique d'une part, c'est-à-dire que je sais pas à quelle heure je pars, enfin je rentre, je peux savoir à quelle heure je dois arriver, à quelle heure je rentre, j'en sais rien. Donc tu peux me dire que je pourrais prévoir plus tard, ok, d'accord. Puis j'y vais avec du matos, donc ça a beau pas prendre beaucoup de place. Oui, faut déplacer ta manipule de Titan Warlord aussi, c'est un peu compliqué, quoi. Après ça reste un sac, toi. Moi j'ai un gros sac, mais bon voilà, c'est quand même pas le plus simple à gérer. Et parfois tu te dis oui, si tu veux avoir vraiment des tables différentes, parfois une table différente c'est un sac et une caisse, quoi. Oui. Et ça dans le train c'est compliqué, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Donc du coup oui, c'est la voiture effectivement malheureusement plus simple, hein. Donc voilà, ça engendre des frais effectivement, donc ça en fait partie, quoi. Ça me rembourse une partie des frais, ça me rembourse pas tout en loin de là, mais ça me rembourse une partie. Pareil, c'est des gens qui doivent se déplacer à gauche à droite, c'est en fait que ce soit pour moi que ce soit pour d'autres, hein. En gros on essaie de répartir des frais, toi, mais voilà, c'est tout ce genre de trucs. Donc c'est à ça que sert l'association. Ouais, vous êtes une association, vous faites avec les moyens du bord, hein, j'ai envie de dire, c'est toujours le même scénario partout, quoi. Voilà, et après voilà, et puis il y a des gens qui nous donnent des coups de main tout simplement à gauche à droite en disant tiens, je peux faire ça ou ça, voilà. Et faut pas hésiter. Et pareil, toi, un truc qui peut être fait, hein, que je vais faire d'ailleurs fin janvier, hein, mais il y a un petit groupe qui se monte dans le nord-est de la France, là, ils me disent, je leur ai dit, si vous voulez, moi, vous me trouvez un endroit où dormir, et moi, je viens, avec de quoi vous faire une initiation, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Voilà, mais pareil, ça, et c'est faisable. C'est-à-dire que si pareil, vous voulez monter vous êtes 3-4 à être intéressés par NetEpic dans votre ville, trouvez-moi un endroit où dormir, vous me contactez, hein, et moi, je viens, hein, y a pas de souci. Mais écoute, tout ça donne pas mal d'idées, en tout cas, c'est assez foisonnant. Et pour ma part, en tout cas, écoute, je pense qu'on va finir là-dessus. Je pense qu'on a bien couvert la petite histoire du jeu de la Grande Guerre à petite échelle. Ton apport, en tout cas, sur l'historique du jeu a été plutôt précieux, je pense. Moi, j'ai appris pas mal de choses. Mais en tout cas, NetEpic, les mecs, là, mes chers petits auditeurs,
allez voir ça en vrai, parce que là, on sent vraiment une expérience au long cours, on sent un travail de longue haleine et surtout une offre archi généreuse. Comme je l'ai dit, il y a un site web officiel NetEpic qui vous offre absolument toutes les informations nécessaires pour jouer, collectionner, apprendre les règles et blablabla, et également un Discord assez encyclopédique en la matière où on va retrouver tout ce dont on a parlé dans cette émission, les règles, l'offre commerciale en figurines, les créateurs 3D, les bons plans, peinture, même des petites annonces et tout pour se monter des armées pas trop chères. Honnêtement, en tout cas, je pense qu'à l'issue de tout ça, je ne peux que te féliciter, toi et tes petits copains, parce que tout ça, ça sent vraiment du gros boulot fait dans la passion, hein, parce que y a, aucune autre chose au monde ne peut faire naître tout ça. On est dans la passion ici, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et en plus, un autre exemple tout bête, mais nous, on est vraiment preneurs des retours. C'est-à-dire que si vous jouez à NetEpic, que vous ayez une partie ou 150 derrière vous, on s'en moque, vos retours sont précieux. Ouais. Voilà, c'est vraiment, faut pas hésiter, on les prend en compte. Alors, c'est pas dire qu'on va accéder à toutes vos désirata, mais on va les prendre en compte, on va les étudier, éventuellement on va discuter avec vous pour savoir un petit peu, en savoir un plus, mais voilà, faut vraiment pas hésiter. C'est pas parce que vous avez qu'une seule partie que, dans les pattes, que vous n'êtes pas légitime. Je dirais même le contraire d'ailleurs. C'est souvent les nouveaux joueurs qui ont parfois voient des trucs qu'on n'avait pas vus. Ouais. Donc n'hésitez pas, comme tu dis, le site c'est netepic-fr.com. Ouais, mais il y a beaucoup à découvrir du côté de chez vous. Excellent boulot, les mecs. Franchement, ça fait plaisir de voir des gars qui font vivre le truc depuis si longtemps, quoi. 20 ans au compteur d'activité là, au service de la communauté. Bon, franchement, c'est pas rien, les mecs. Tu avais absolument toute ta place dans ce nouvel épisode de la rubrique Happy Hours Hérésie, en tout cas. Merci. Écoute, Xuork, je ne peux te souhaiter que le meilleur pour la suite. Et moi, tu vois, moi de mon côté, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de me monter une petite légion titanique. Donc, pourquoi pas une petite partie un de ces jours. Hein. Écoute, sans problème. Ce serait avec grand plaisir en tout cas. Et puis tu me feras voir aussi tes innombrables armées, parce que toi, à mon avis, là, ça doit être n'importe quoi. Là. 20 ans d'épique au compteur. Oh mon Dieu, les étagères, elles doivent être remplies là. J'ai juste 200 000 points d'armée peinte, mais c'est tout. 200 000 points, les gars. 200 000 points, voilà. Epic permet d'atteindre ce genre de chiffre délirant. Je vous l'ai dit en début d'émission, on fantasme souvent à propos de grandes armées. Là, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour vous offrir ça sur un plateau, et qui plus est, un plateau de taille beaucoup plus modeste, qui fera moins râler votre femme, qui prendra moins de place sur les étagères. Ah, clairement. Est-ce que c'est plus facile à peindre ? Ça, je ne sais pas. Oui. Alors, concrètement, moi, je suis pas super peintre. Je suis un peintre moyen. Hein. Et en fait, vous regardez mes vidéos, ça rend pas mal. Hein. Voilà, c'est pas... j'ai pu apprécier la chose. Hein. La petite échelle, il y a ce côté un peu où on peut se la jouer escroc de la peinture, tu crois pas ? C'est en fait, tu cherches un effet de masse. Oui, voilà, ouais. L'objectif, c'est que ça soit, encore une fois, mon objectif, c'est que ça soit joli sur la table de jeu, quoi. Ouais. Donc, à distance, à un mètre, voire un peu plus. Je vais pas faire un truc ultra détaillé, pour que ça soit vu à 10 cm. Non, ça sert à rien. Pour moi, ça sert pas, ça me sert pas, ça. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit joli à distance de jeu. Donc parfois, tu débordes un peu, mais ça se voit pas. Tu vas surtout, par contre, chercher les contrastes. T'as pu voir mes figues. Hein. Tu regardes mes Eldar, t'as en fait 3 couleurs. T'as les 2 couleurs principales, c'est le bleu et le violet, qui sont tous les 2 couleurs bien sombres. Et puis tu as le jaune bien pétant en couleur tertiaire, qui finalement fait ressortir toute la figurine. Ouais, c'est ceux-là que j'avais vu sur Planet Wargame d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Ouais, tout à fait. C'est ça, hein, ouais. C'est là où Vincent est tombé amoureux d'un Falcon. Et tu vois, il est tombé amoureux. Écoute, ce n'est pas impossible que j'y ai droit à mon tour, en tout cas. Écoute, Xuork, je pense qu'on a bien fait le tour. D'ici là, porte-toi bien. Moi, j'espère qu'on se rencontrera un de ces 4. D'ailleurs, ce n'est pas impossible que je vienne à l'Octogone très bientôt. Écoute, je te laisse le mot de la fin. N'hésite pas à laisser ton petit contact et ta petite actualité toute proche pour les petits auditeurs de Rural Hammer. Et moi, je te dis un grand merci et à très bientôt. Écoutez, merci. Déjà, merci à toi pour l'invitation. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours aller sur notre site, netepic-fr.com.
Là, vous avez notre lien vers le Discord. Vous avez aussi notre chaîne YouTube, Net Epic Palladium, où on fait différentes types de vidéos, des tables rondes, des interviews aussi, des rapports de bataille, d'autres vidéos de différents types. Donc n'hésitez vraiment pas. Il y a notre chaîne Twitch également. Mais alors là, c'est plus rare que je sois dessus. N'hésitez vraiment pas à rejoindre le Discord, à poser toutes les questions que vous voulez. On sera vraiment là pour y répondre. Et l'objectif, encore une fois, c'est si vous voulez faire de grandes parties dans les de 40K, avec des titans, des trucs dans le genre, venez jouer. C'est vraiment l'objectif. Vous pouvez jouer aussi bien à 2000 points qu'à 20 000 points. C'est les mêmes règles qui seront utilisées. Donc vraiment, c'est fait pour. Quel meilleur mot de la fin. Allez, portez-vous bien tout le monde, porte-toi bien Xuork, et à très bientôt les petits ruralistes. Ciao!